Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette vidéo. Ça fait maintenant 3 ans que je vis sur un bateau et que je navigue en Méditerranée, principalement Espagne, France, un petit peu Italie. Et voilà, j'ai créé cette chaîne pour faire partager mon expérience de ce mode de vie. Et donc aujourd'hui, le thème de cette vidéo, c'est plutôt d'aborder les aspects difficiles de la vie en bateau. Quels sont les inconvénients, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer, voilà, tant de choses auxquelles il faut penser. Alors, bon, si vous regardez cette vidéo, peut-être que vous avez dans un coin de votre tête l'idée de partir et de vivre sur un bateau. Eh bien, voilà, il faut savoir qu'il n'y a pas que du positif, il n'y a pas que des choses faciles, c'est pas toujours la vie de château. Il y a énormément de vidéos sur YouTube et ailleurs qui montrent des scènes paradisiaques, voilà, des lieux merveilleux. On a l'impression que tout se passe toujours bien et bien souvent les difficultés sont mises sur le tapis. Bon, de temps en temps il peut y avoir un incident mécanique et on montre comment on y remédie, ce genre de choses. Mais il n'y a pas que ça. Et d'ailleurs, si on regarde bien certaines chaînes, vous constaterez que certaines d'entre elles, les personnes qui font vivre ces chaînes, qui partent en voyage ou en petit voyage, peu importe, disparaissent du jour au lendemain des réseaux. Souvent, enfin parfois sans explication. Et parfois avec explication, c'est-à-dire que les gens finissent par vous expliquer pourquoi ils se sont rendus compte que finalement la vie en bateau c'était pas fait pour eux. Et pourquoi ils renoncent, et pourquoi ils vont retourner à une vie plus classique. Voilà. Donc dans cette vidéo, je vais essayer d'aborder un petit peu tous les aspects. Et donc il n'y aura pas beaucoup d'images de bateaux, de navigation, de mer. Alors on va commencer tout de suite par quelques images de navigation, puis après je reviens vers vous. Place aux images. Ben voilà, toujours en route vers le Lavandou, et là je vous prends une petite vue depuis en fait mon poste d'observation préféré. Voilà, c'est en général là que je me tiens, que ce soit sous le vent ou au vent. C'est ma place préférée. Voilà, je peux bien contrôler, vous voyez, je contrôle ma barre. J'ai Isis qui est là et je peux m'occuper d'elle en cas de besoin. Là, je contrôle mon pilote automatique. Bon là il a des soucis. Ici je contrôle ma barre. Je serrage de barre. J'ai des lignes qui sont pas loin, je peux prendre mon écoute de grand voile. Voilà, quasiment en restant assis, je peux manœuvrer le bateau presque intégralement en restant assis. Voilà. Je vous laisse apprécier. C'est pas mal, on a une belle vue. Voilà, on avance tranquillement, on fait, on réduit un petit peu la voile. Alors on a un peu dans la grande voile, on roule un petit peu de droite. Voilà, on passe dans le capot à 5 nœuds. Voilà, bon, maintenant qu'on s'est un petit peu détendu, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc, les difficultés de la vie en bateau. Alors, moi, j'ai pris un petit pense-bête parce que finalement, la liste est quand même relativement longue. Et j'aimerais bien essayer de ne pas en oublier. Bon, la première chose, bien sûr, qu'il faut avoir en tête, alors là, je parle sur la base de mon expérience personnelle et puis des discussions de tonton. Donc, ça signifie que moi, je vis seul avec mon chien sur un voilier de 35 pieds. Bon, ce que je vais dire, et en Méditerranée, c'est aussi un point important, parce que selon où on se trouve, les contraintes ne sont pas du tout les mêmes. Voilà, ce que je vais dire va s'appliquer de façon plus générale à la vie sur un bateau, en particulier sur un voilier, pour des unités qui sont dans ces tailles-là. Je dirais, ce que je vais dire, ça va rester vrai pour un bateau entre 28 pieds et 42 pieds, disons. Voilà. Après, en deçà et au-delà, les
contraintes sont autres. Et il faudrait ajuster un petit peu ce que je vais vous dire. Voilà donc le cadre étant posé, j'entre maintenant dans les détails. Alors la première chose qu'il faut bien avoir à l'esprit quand on vit dans un bateau, c'est le manque de confort. On va se retrouver un petit peu avec les mêmes contraintes que le camping, même le camping confortable. Vous pouvez passer un mois, voire 2 mois en camping, l'été, dans de bonnes conditions. Mais si on vous proposait de vivre toute l'année, hiver compris, en camping, vous y réfléchiriez 2 fois. Et bien, pour le bateau, vous allez retrouver un peu le même type de contraintes. La première chose, c'est le manque de confort. Par rapport à une vie sédentaire, en maison ou en appartement, il y a quand même des différences. Donc les bateaux sont souvent très bien étudiés, on va trouver à peu près tout ce dont on a besoin à bord d'un bateau, mais le confort n'est pas le même. Alors, premier inconfort, c'est qu'un bateau, en général, ça bouge. Voilà. Alors ça bouge en navigation, bien entendu, ça peut bouger, ça bouge un petit peu, voire beaucoup parfois au mouillage, et même dans un port, ça bouge. Quand vous avez 30-40 nœuds de vent qui soufflent dans le port, ça arrive. En plus, tous les ports ne sont pas la même enseigne, certains sont mieux abrités que d'autres, selon les vents dominants. Donc, oui, dans un port, ça bouge. Moi, il m'est arrivé de me retrouver dans une situation où mon bateau, bien que solidement amarré, avait quand même une gîte de l'ordre de 15-20 degrés, simplement du fait de la force du vent qui le plaquait contre le quai. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Alors, la deuxième chose, bien sûr, évidemment, c'est qui vient à l'esprit, c'est que l'espace est réduit. À bord d'un bateau, l'espace est réduit. Vous avez moins de volume, moins de surface au sol, vous avez moins de hauteur du plafond. Donc, en bateau, on parle de hauteur sous barreau, ça c'est un point très important. Voilà, tout est réduit en fait, tout. Alors par exemple la salle de bain. La salle de bain à bord d'un bateau dans les tailles que j'ai indiquées, jusqu'à 42 pieds on va dire, voire 45 pieds. La salle de bain est souvent les tailles réduites et elle est également, vous allez trouver dans la même pièce, vous allez trouver la douche et les toilettes. Voilà. Donc, je ne sais pas si chez vous vous douchez dans les toilettes, mais en principe c'est devenu quand même très rare. Soit vous avez des toilettes dans la salle de bain et à ce moment-là vous avez souvent une douche fermée ou une baignoire, puis vous avez une certaine distance entre la cuvette de WC et la douche ou la baignoire en elle-même. Voilà, ça c'est un facteur d'inconfort. La salle de bain va être ridicule, vous allez avoir du mal, si vous êtes grand, vous allez toucher, vous allez avoir du mal à vous retourner d'un sens ou dans l'autre, si vous avez une cognier. C'est pas comme à la maison, la salle de bain. Ça, il faut l'avoir en tête. En plus, avec des systèmes de toilettes marines avec cuve de rétention des matières, etc., vous pouvez avoir des problèmes d'odeur. C'est assez récurrent. Alors, dans les bateaux plus grands, vous pouvez avoir les toilettes séparées de la douche. Et également, dans des bateaux plus anciens, comme le mien, il y a en fait une pièce fermée avec une porte qui est dédiée à la toilette, au WC. Et la douche, elle, se prend dans un espace qui en fait n'est pas une pièce, qui est en gros, on va dire, le couloir qui mène à la cabine avant. Voilà. Les bateaux, avant le milieu des années 80, la plupart étaient construits comme ça. Donc ça a des avantages, ça a des inconvénients, puis ça a aussi cet avantage-là, c'est que vous ne prenez pas votre douche dans les toilettes. Bon, je ferme les parenthèses. Donc vous avez le problème des couchages également. Dans les tailles de bateaux que j'ai indiquées, la plupart des cabines seront équipées de couchage, de matelas. Alors déjà qui ne sont pas parfaitement rectangulaires la plupart du temps, puisqu'il faudra épouser les formes de la coque. Donc c'est la première chose. Deuxièmement, vous aurez beaucoup de mal à avoir des lits en 140 voire 160. Non seulement ils ne feront pas cette taille sur toute la longueur du couchage, à cause de
variation de forme que j'ai indiquée, mais déjà d'avoir 140 en nominal, c'est pas si fréquent. Donc plus réduit en taille et également en confort, parce que vous n'allez pas vous retrouver avec des matelas de 25 cm d'épaisseur. En général, les matelas des cabines de bateau font aux alentours de 10 cm d'épaisseur. Souvent ils sont en mousse haute résistance, vous pouvez en trouver un peu plus confortable en Bultex. Mais enfin voilà, au cours des ans, assez rapidement, ces mousses finissent par se tasser. Et non seulement elles ne sont pas très épaisses au départ, mais une fois qu'elles sont tassées, elles ne font plus du tout le même confort. Donc ça, j'ai expérimenté sur mon bateau. Dans ma cabine, j'utilise la cabine arrière pour moi-même. J'ai remplacé les mousses qui étaient certainement d'origine, donc il y avait 40 ans, par des mousses neuves. Voilà, j'ai gagné en confort. Enfin, c'est quand même pas un vrai lit. Voilà, la différence, elle existe. Il ne faut pas le perdre de vue. Ensuite, vous avez le problème de rangement. Dans une maison, vous avez des armoires, en général, hein, même dans un petit appartement, un appartement de 40 mètres carrés, vous allez trouver des penderies, des armoires, vous allez trouver du rangement pour vos affaires personnelles, les habits, les ustensiles, etc. Évidemment, dans un bateau, alors, il y a beaucoup de rangement dans un bateau, vous allez trouver énormément de coffres. Dans le mien, il va y avoir une trentaine peut-être au total, facilement une trentaine de coffres. Mais voilà, ils sont tous de taille réduite, il ne faut pas rêver. Donc la quantité de choses que vous allez pouvoir stocker à bord d'un bateau est tout de même réduite. Il faut bien avoir ça en tête. Alors c'est une mauvaise chose, c'est peut-être aussi une bonne chose. Mais ça, on abordera cet aspect-là dans une autre vidéo. Voilà, donc attention au manque de place en règle générale et en particulier donc le manque de place de couchage. Alors, de la même façon, vous allez trouver une cuisine compacte, toujours. Vous n'aurez pas une cuisine comme à la maison, ça c'est sûr et certain. Vous aurez un plan de travail réduit. Par exemple, sur le mien, le plan de travail, c'est le dessus en fait, du frigo. Donc, voilà, quand vous êtes sur le plan de travail et que vous avez besoin d'accéder à quelque chose qui est dans le frigo, vous devez débarrasser le capot du frigo pour pouvoir y accéder, puis après vous remettez ce que vous étiez en train de faire sur le plan de travail, etc. Voilà, la cuisinière elle-même, bien sûr, ce ne sera pas une 4 feux à induction comme vous pouvez avoir à la maison, ça c'est certain. Le four sera aussi de taille réduite, enfin voilà, tout sera de taille réduite. Ce qui n'empêche pas de cuisiner, on peut s'en sortir, mais voilà, vous n'aurez pas le confort, la facilité que vous avez à la maison. Regardez ça un peu. Alors, autre difficulté qui est liée au manque d'espace, quand on est plusieurs à bord, c'est qu'il est plus difficile de s'isoler. Voilà, donc dans une maison, si quelqu'un veut regarder la télé ou pendant qu'un autre veut lire un bouquin, c'est assez facile de se séparer. Il y a au moins 2 ou 3 pièces dans une maison, même un petit appartement. Donc en général, on y arrive. Là, dans un bateau, il y a des cabines, bien sûr, qui souvent ont une porte qui ferme. C'est important d'avoir des cabines avec une porte qui ferme. Mais enfin voilà, ça reste des lieux exigus. À l'extérieur, ne serait-ce que si vous voulez avoir une conversation confidentielle par exemple, ça va être difficile parce que sur un bateau de 10, 11 mètres, 12 mètres, même si vous allez à un bout du bateau, ceux qui sont à l'autre bout, ils vont entendre ce que vous dites. Donc voilà, la promiscuité, c'est quelque chose qui existe à bord d'un bateau, surtout si on navigue beaucoup. On navigue beaucoup au mouillage, on navigue beaucoup. Donc cette difficulté à s'isoler, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Voilà, donc ça j'ai balayé les principaux aspects liés au confort. Alors maintenant on va voir un autre sujet aussi important, c'est le danger et l'insécurité. Il faut en parler parce que peut-être qu'on l'oublie parfois, mais un bateau peut couler. Sauf si vous avez une unité insubmersible qui a été construite, qui a été prévue par le constructeur pour même en cas de trou béant dans la coque, ne pas couler. Sauf dans le cas de bateaux insubmersibles qui doivent représenter un petit ou 2 petits pourcents de la production, du parc, ce qu'on peut trouver comme bateau. Tout bateau peut couler. Et il peut couler à tout moment. Parce qu'en général, s'il flotte, c'est qu'il a de l'eau sous la quille. Et donc il peut couler. Voilà, vous
pouvez couler au mouillage, en navigation, même dans un port, ça se voit régulièrement, le port où je suis, là, la première année, devant moi, il y a un bateau qui a coulé dans la nuit. L'an dernier, il y a un bateau qui a coulé pareil, dans une journée. Au mouillage, vous voyez régulièrement des mâts de bateaux qui dépassent parce que le bateau a coulé au mouillage. Voilà. Et en navigation, bien entendu, si vous percutez un objet flottant non identifié ou un autre bateau ou des rochers, vous coulez. Donc ça, voilà, c'est quand même une espèce d'épée de Damoclès que vous avez au-dessus de la tête. Couler, alors ça dépend où vous coulez, dans tous les cas, vous perdez votre bateau, hein. Ça c'est sûr et certain. Et vous pouvez perdre plus, vous pouvez perdre la vie, hein, si vous êtes loin en mer avec des conditions difficiles. La survie en général c'est des survies donc moins de 24 heures ou 48 heures. Donc vous risquez votre vie, voilà, clairement. Ça, c'est pas évident, mais enfin, je préfère quand même le rappeler. Il y a un danger de perdre son bateau, éventuellement de mourir en mer. Alors ensuite, il y a bien sûr les dangers dans les différentes situations dans lesquelles vous allez pouvoir vous trouver. Donc en navigation, bien sûr, le principal danger, c'est le danger d'abordage. Vous pouvez être abordé ou aborder un autre bateau. Surtout en plein été, quand il y a beaucoup de trafic, dans les zones également avec du trafic maritime régulier, comme des bateaux de commerce, des bateaux de pêche, etc. Donc là, il faut bien connaître les règles de navigation, et puis surtout, il faut être prudent pour les autres. Voilà, il faut toujours manœuvrer distinctement, et bon, il ne faut pas laisser de doute sur vos manœuvres, il faut communiquer par VHF, et il faut surtout surveiller les autres. Donc vous risquez l'abordage, vous risquez éventuellement de percuter un objet flottant identifié, par exemple les troncs d'arbres, quand il y a des gros orages, vous vous retrouvez avec des troncs d'arbres carrément qui flottent tout simplement. Et si vous les prenez à pleine vitesse, selon le bateau que vous avez, selon comment vous le prenez, ça peut faire une avarie sérieuse. Et puis bien entendu, l'autre ennemi en navigation, c'est la côte. Les hauts fonds, les rochers, la côte, tout simplement, c'est l'ennemi. Alors, l'autre ennemi, bien entendu, mais celui-là, il est quand même moins, moins fréquent, c'est le mauvais temps. Alors, si vous êtes pris au large, quand vous serez mauvais temps, il y a le danger de se blesser déjà, et voire plus d'avoir des avaries qui vous amènent à perdre votre bateau et éventuellement à devoir l'abandonner. Alors je dis que c'est moins grave, c'est moins fréquent aussi parce que la météo a fait énormément de progrès ces dernières années. Et aujourd'hui, avec les modèles météo modernes, c'est vrai que on a, en tout cas en navigation côtière, je dirais, on a entre 95 et 99% de certitude sur la météo annoncée à 24 heures. 24 heures, 48 heures même. Donc même en Méditerranée, le temps est très très changeant. Alors avec ça, si on fait vraiment attention, si on contrôle bien sa météo plusieurs fois par jour, il faut un peu le faire exprès pour aller se retrouver au milieu d'une tempête. Ceci dit, il y a des exceptions. On a eu l'exemple de la tempête en Corse en 2022, qui a quand même fait 5 ou 6 morts, et qui a mis des dizaines de bateaux à la côte. Donc les événements exceptionnels du fait du réchauffement climatique, on le sait, vont s'intensifier en fréquence et en intensité. Donc voilà, ça reste quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. Alors ensuite, les sécurités au mouillage. Eh bien, oui, au mouillage, alors vous avez bien entendu le risque d'abordage avec un autre bateau, ça, surtout en pleine saison. Surtout quand vous avez des gens qui n'ont pas trop d'expérience, qui ont loué des bateaux et puis qui mouillent n'importe comment, ça peut arriver, ça arrive. Moi ça m'est arrivé d'avoir un bateau qui vient déraper sur moi, qui vient me percuter. Heureusement sans gravité, enfin en tout cas sans gravité pour moi, parce que j'ai un bateau costaud, lui je sais pas, mais ça arrive. Mais ça m'est arrivé en fait plusieurs fois d'avoir des bateaux qui dérapent sur moi et qui m'ont obligé à manœuvrer pour éviter la collision. Donc
ça c'est un premier danger. Voilà, je l'ai vécu, je confirme, effectivement, ça existe, il faut être toujours très vigilant au mouillage. Donc il y a ce danger-là. Vous avez le danger de déraper vous-même. Donc bon, ça, je dirais que ça se contrôle, ça se maîtrise, il faut apprendre à bien mouiller. Voilà, connaître ces techniques, pas faire trop de bêtises. Et vous avez de grandes chances d'éviter le dérapage, mais enfin, vous pouvez toujours déraper. Même si vous avez bien mouillé, vous n'êtes pas dans le sable pour savoir exactement quelle est la nature du fond. Si vous prenez des rafales à plus de 50 nœuds au mouillage, ça arrive, vous risquez de déraper. Vous allez sûrement déraper plus ou moins. Donc il y a ce danger-là. Et puis l'autre danger, c'est que quand vous êtes en équipage réduit, donc moi c'est mon cas, je suis seul, et que vous allez à terre, votre bateau il reste seul au mouillage. Et là, tous les dangers que j'ai indiqués restent vrais, et puis prendre d'autant plus d'ampleur que vous n'êtes pas à bord pour pouvoir les gérer, mais en plus vous avez le problème éventuel. Bon, je dirais sur les côtes françaises c'est quand même rarissime, mais enfin ailleurs, sur les côtes européennes en général c'est rarissime, enfin ça peut quand même exister, vous avez le danger de vol, tout simplement, le vol de votre bateau. Donc, pour voler un voilier, il n'y a pas besoin d'avoir les clés. Si vous avez un peu de vent dans le bon sens, vous levez l'ancre à la main, et puis en avant, vous envoyez la toile et puis vous partez. Donc vous avez le risque de vol de votre bateau ou le vol de dégradation et de vol de ce qui se trouve à bord pendant votre absence. Voilà. Donc tout ça, il faut l'avoir en tête. Alors bien sûr vous pouvez vous prémunir contre ces différents dangers par des alarmes de mouillage, par éventuellement des alarmes d'intrusion, etc. Mais enfin, voilà, les risques ils sont là, ils existent. Et puis au port aussi, il ne faut pas croire que au port, il n'y a pas de danger. Les dangers de vol au port, oui, bien sûr, ça, ils sont peut-être encore plus importants qu'au voyage, je dirais. Et puis même, j'en ai parlé tout à l'heure, le risque de couler. C'est pas parce que vous êtes dans un port que vous n'allez pas couler. Alors c'est généralement pas suite à un abordage ou un choc, mais c'est souvent un problème de vanne, tout simplement. Voilà, une vanne qui se met à fuir. Ça vous fait une voie d'eau dans le bateau, vous n'êtes pas présent à bord. Vous avez les pompes de cale qui se mettent en marche, mais si la voie d'eau est trop importante, petit à petit votre bateau va se remplir d'eau. Et parfois ça peut aller très vite. J'ai cité ce cas d'un bateau qui a coulé dans la nuit devant moi. Voilà. Le soir je suis allé me coucher, il était à flot. Le même matin je me lève, il n'y avait plus que le mât qui dépassait. Donc dans le port. Personne n'a rien vu, rien entendu. Il a coulé dans la nuit. Voilà, donc ça c'est les dangers et les sécurités inhérentes au fait de vivre sur un bateau, de mouiller, d'être dans un port. Ensuite, alors vous avez, en parlant des ports, justement, vous avez le problème des places de port. Donc si vous vivez dans un bateau, vous avez bien sûr la possibilité de partir en grand voyage. Donc là, vous passez l'essentiel de votre temps soit à naviguer, soit au mouillage, et puis vous êtes juste des passagers, vous passez dans des ports. Donc là, ça dépend où vous allez, et puis ça dépend du type de bateau que vous avez. Par exemple, si vous avez un catamaran de 45 pieds et que vous vous trouvez dans des endroits comme la Méditerranée ou certains coins des Antilles surpeuplés, vous n'allez pas toujours trouver une place de port comme vous voulez. Voilà, donc même en escale, parfois vous pourrez avoir des difficultés à trouver une place de port comme vous le souhaitez, surtout selon la taille du bateau. Un bateau plus petit, il aura toujours un petit coin pour se mettre. Alors le problème est encore plus aigu lorsque vous passez un temps assez long au port. C'est mon cas, puisque moi j'y viens, si pas d'hiver, j'y viens en année. Et donc là, comme vous savez, alors pour des places à l'année, c'est encore plus dramatique. Il y a des listes d'attente de plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années selon les endroits. Et trouver une place de port à l'année n'est pas facile. Même trouver une place de port en saison, bon, ça se fait. Trouver des places saisonnières, c'est une difficulté pour trouver plusieurs sports dans lesquels vous pouvez.
comparer les tarifs, il faut comparer la disposition des ports, la façon dont ils sont situés par rapport au vent, par rapport aux communautés aussi. Entrer dans un port éloigné de tout, exposé au vent, est-ce que c'est une bonne idée pour y passer 6 mois? Pas forcément. Voilà, donc il y a cette problématique de place de port qu'il faut prendre en compte. Il y a une certaine incertitude sur le fait de savoir où vous allez passer votre hivernage, si comme moi vous hibernez à flot. Ensuite, alors les problèmes administratifs, ça, il faut en parler. Donc, si vous choisissez de partir sur votre bateau et de vivre à bord, sachez que vous ne pouvez pas être domicilié à bord d'un bateau. Parce que tout simplement, ça n'est pas un bien immobilier, c'est un bien mobilier, c'est un meuble, au sens du droit français. Donc, vous ne pouvez pas être domicilié à bord d'un bateau qui se déplace en allant en fait en saison. C'est bien ça le problème. Donc vous devez être domicilié à une adresse fixe à terre, quoi qu'il en soit. Alors là, il y a diverses possibilités. Soit vous avez une place à l'année dans un port qui accepte de vous domicilier. Il faut avoir la place à l'année, puis il faut que le port accepte la domiciliation. Voilà, c'est deux contraintes, mais ça se fait, ça existe. Soit vous restez domicilié à terre parce que vous avez gardé tout simplement un bien immobilier qui vous appartient, qui est votre adresse officielle, voilà, à ce moment-là vous n'avez pas de souci. Soit quelqu'un de votre famille ou un proche peut vous domicilier, vous héberger à titre gratuit chez lui, et donc vous serez domicilié chez lui. C'est là vous recevrez vos papiers administratifs. Il y a une question aussi fiscale, bien sûr, la définition du foyer fiscal qu'il faut prendre en compte. Donc ça c'est une possibilité. Et la quatrième possibilité, c'est d'être domicilié au CCAS, au Centre communal d'action sociale. En effet, depuis la loi, si je ne dis pas de bêtises, depuis la loi ALU, il y a une obligation en fait à être domicilié. Alors on ne peut pas vous refuser le fait que vous ayez un domicile administratif. Il y a même un droit opposable au logement concret et physique. Mais dans tous les cas, vous devez être domicilié. Donc pour être domicilié au CCAS d'une commune, ce qu'il faut, c'est que vous ayez un lien avec cette commune. Si vous avez un lien, soit vous y travaillez, soit vous y résidiez déjà, soit vous y avez une place de port, par exemple, soit vous y avez de la famille, etc. Si vous avez un lien avec la commune, en principe, la domiciliation au CCAS de cette commune ne peut pas vous être refusée. Parce qu'il faut que le refus soit argumenté. Voilà, ça c'est la loi. Donc cette domiciliation est valable pour 1 an, renouvelable. On va faire la demande avec un préavis de 1 mois ou 2 mois, ça dépend des endroits. Et l'autre contrainte administrative qui va vous être imposée, c'est que vous devrez vous manifester au moins une fois tous les 3 mois auprès du CCAS. Alors, les textes prévoient que vous pouvez vous manifester physiquement ou par téléphone. Et la plupart des CCAS appliquent cette loi à leur sauce et vous obligent à vous rendre physiquement au moins une fois tous les 3 mois au CCAS, donc à vous manifester physiquement auprès d'eux. Voilà. Au risque d'être radié, sinon la domiciliation vous soit supprimée. Donc voilà. Ce sont les possibilités avec les contraintes qui sont attenantes. La plupart des CCAS n'acceptent pas autre chose que des courriers administratifs, comme des lettres. On ne pourrait pas recevoir des paquets de colis en général. Ça c'est aussi une contrainte. Voilà. Donc moi c'est cette 4e solution que j'ai choisie et qui me donne une satisfaction globalement. Ça fonctionne bien. Je n'ai pas mon plan. Voilà, donc en ce qui concerne le courrier, à proprement parler, si vous avez une domiciliation, vous pouvez bien sûr récupérer votre courrier auprès du CCAS.
si vous avez une domiciliation à terre, chez des amis, etc. aussi de la même façon. Mais il existe aussi des services qui vont vous permettre, qui vont numériser en fait les courriers que vous allez recevoir et qui vont vous permettre d'accéder à tout moment à ces courriers sous forme numérisée. Voilà, donc voilà, ça existe. Ces services ne remplacent pas une domiciliation. Voilà, ce sont simplement des services de courrier. Vous avez Voyageurs du Monde qui fait ça, par exemple, il y en a d'autres. Et donc vous payez un abonnement mensuel ou à l'année, et ça vous permet d'accéder grâce à Internet, depuis un ordinateur, une tablette, ça vous permet d'accéder à votre courrier directement en ligne sous forme numérisée. Voilà. Alors, maintenant je vais parler d'un autre aspect qui concerne donc là plus particulièrement les gens qui souhaitent vivre à bord de bateau et qui souhaitent passer le plus de temps possible au mouillage. C'est pas une obligation, donc il y a des gens qui choisissent de vivre à bord d'un bateau et puis qui passent leur temps soit à naviguer, soit dans un port, et puis de temps en temps ils font des mouillages plutôt à la journée. Donc ceux-là ne sont pas concernés directement par ce que je vais dire. En revanche, pour ceux qui souhaitent vivre au mouillage, entre guillemets, donc passer quand même beaucoup de temps au mouillage, ce qui est mon cas pour la saison d'été, il y a un certain nombre de choses qu'il faut prendre en compte. Alors bon, j'ai déjà parlé du problème d'insécurité au mouillage, donc c'est quand même important. Quand vous êtes au mouillage, vous allez quand même hésiter à quitter votre bateau et à le laisser seul. Alors sachez qu'il y a aussi une contrainte qui est liée aux assurances. La plupart des assurances prévoient que au-delà de 24 heures d'absence à bord, vous n'êtes plus assuré. Votre bateau n'est plus assuré. Donc si vous absentez plus de 24 heures et qu'il dérape et qu'il se retrouve à la côte, vous risquez de ne pas être indemnisé, même si vous êtes un touriste. Bien prendre ça en compte. Donc voilà, vous êtes au mouillage, vous ne pouvez pas laisser votre bateau au mouillage, c'est risqué de laisser votre bateau au mouillage. Alors, vous pouvez le laisser pour quelques heures, le temps d'aller faire des courses, toujours en vérifiant bien qui se trouve autour de vous, les risques potentiels d'abordage, et en surveillant bien la météo. Donc la météo, parlons-en, quand on vit au mouillage, il faut vraiment bien suivre la météo, parce que en particulier en Méditerranée, les changements de vent sont fréquents, donc les mouillages qui sont abrités de tous les vents, il n'y en a pas. On ne connaît pas. Voilà. Donc il peut bien y avoir quelques exceptions, mais je ne les connais pas. Alors, donc il faut vraiment surveiller les changements de vent, parce que c'est vraiment pas du tout agréable de se retrouver au mouillage avec des vagues qui font ne serait-ce qu'un mètre de haut. Vous risquez de casser du matériel, c'est vraiment pas agréable. Donc il faut bien surveiller et être prêt à partir d'un mouillage à tout moment pour gagner un autre mouillage qui lui sera abrité. Voilà. Donc ça c'est une contrainte, il faut tout le temps surveiller la météo. Voilà. Donc ça, ce sont les contraintes de la vie au mouillage. Ensuite, un autre aspect, un petit peu des aspects financiers. Alors, on va déjà traiter le cas de l'acquisition. Bon, vous avez des bateaux à tous les prix, on est bien d'accord. Entre 0 € et 1,4 milliard d'euros. Oui, vous avez bien entendu, 1,4 milliard d'euros. Voilà. Le plus grand yacht du monde vaut ce prix-là. Enfin, en tout cas, je pense que c'était sa valeur d'achat au sortir du chantier. Donc vous avez tous les prix, vous allez trouver tout. Alors, donc, tout dépend de vos moyens, bien entendu, mais quand il s'agit, et là c'est l'objet de cette vidéo, quand il s'agit de vivre à bord, il est difficile quand même d'imaginer de vivre à bord d'un voilier. Ça dépend, les critères de confort dépendent de chacun, bien entendu. Vous allez me parler de Baluchon, qui est dans un bateau de 4 mètres, 4 mètres 50, et puis qui fait le tour du monde avec. Ok, bon. Il y a toujours des exceptions pour confirmer la règle, on est d'accord. Et puis selon les habitudes que vous avez eues, selon aussi l'âge, parce que l'âge c'est un critère qui est quand même important,
la valeur que vous allez accorder au confort n'est pas la même. La définition du confort n'est pas la même pour les uns et les autres. Bon, moi je vous donne mon point de vue, pour quelqu'un entre guillemets de moyen, je ne sais pas si cette notion existe, mais voilà, quelqu'un qui ne pète pas dans la soie en général et puis qui n'est pas non plus Mike Horn. Je dirais que pour vivre dans un bateau, la taille minimale c'est autour de 28 pieds. Et alors 28 pieds, surtout si vous voulez naviguer, ça tombe bien parce que c'est aussi la taille de bateau, là je parle de voilier principalement, c'est aussi la taille de bateau qui va vous donner une certaine sécurité en mer. Voilà. Donc des bateaux d'occasion de 28 pieds, pour en trouver un qui soit en bon état, prêt à naviguer, prêt à être occupé à temps plein, sur lequel vous pourrez vivre avec un minimum de confort, il faut quand même prévoir 15 000 euros quoi, au total, ça va être ça. Même si vous pouvez en trouver un à 5 000 euros, mais 5 000 euros, il faudra vous rajouter 10 000 euros derrière pour changer tout ce qui aura à changer, mettre à jour tout ce qui aura à mettre à jour, et puis le mettre aussi là où vous allez vivre, donc mettre votre goût, l'aménager pour qu'il vous convienne à vous. Voilà, donc ça commence à 15 000 euros, et puis après, si vous avez vraiment des moyens illimités, vous pourrez aller jusqu'à 1,4 milliard, pas de souci. Alors, mettons de côté donc cet aspect de l'acquisition du bateau, il ne faut surtout pas négliger le coût d'usage et le coût d'entretien d'un bateau. Un bateau coûte cher, quoi que vous fassiez, même si vous êtes débrouillard, même si vous êtes plus débrouillard que les autres. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont plus débrouillards que les autres, qu'ils vont mieux se débrouiller. Ça statistiquement c'est pas possible. Tous les gens ne peuvent pas être plus débrouillards que la plupart des gens. Voilà. Donc en moyenne, dans tous les cas, indépendamment des compétences que vous pouvez avoir en bricolage, alors j'aime pas beaucoup le terme bricolage. Sur un bateau, si on bricole trop, on va finir par se retrouver vite avec des soucis. Ce qu'il faut faire, c'est dans l'idéal, ce qu'il faudrait faire, c'est pas trop bricoler, il faudrait surtout travailler correctement. N'oublions pas qu'il y a des notions de sécurité, bien sûr, sur tout ce que vous faites. Un bateau est extrêmement complexe. Vous allez retrouver tout ce que vous avez dans une maison, un appartement, mais vous allez aussi retrouver pour un voilier tout ce qui concerne la manœuvre, la voile. Et ça fait beaucoup de choses, entre les voiles, les espars, les cordages, le gréement, dormant, courant, etc. C'est très complexe, très complexe. Après vous avez toute l'électronique de bord, toute l'instrumentation. Et puis après, même si c'est un voilier, vous allez avoir tous des problèmes liés au moteur. Et un moteur marinisé qui utilise un milieu marin, surtout en mer, donc avec de l'eau salée, c'est pas rien. Une contrainte particulière, c'est très compliqué, très complexe. Vous avez un peu d'électronique, vous avez de l'électricité, vous avez de la plomberie, vous avez vraiment de tout, de la mécanique, bien sûr, beaucoup de mécanique, c'est ça. Donc tout ça, tous ces matériels, ce qu'il faut garder en tête, c'est que tout ce qui fonctionne, arrêtera de fonctionner un jour. Tout ce qui fonctionne demande de la maintenance. Et tout ce qui fonctionne, un jour ou l'autre, demandera à être remplacé. Donc la liste est vraiment très très longue, très très longue, de tout ce qu'il vous faudra maintenir et un jour remplacer. Et donc les coûts, alors on dit, les coûts d'un bateau sont proportionnels à son déplacement, à sa masse, si vous préférez. Donc la formule de calcul que j'utilise et qui me paraît assez réaliste, c'est que les coûts d'un bateau sont en gros proportionnels au carré, entre le carré et le cube de sa longueur. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire par exemple si vous passez d'un bateau de 10 mètres à un bateau de 20 mètres, vous allez en gros multiplier par 6 l'entretien. Et l'usage. Pelle de bord, carburant, etc. Aussi des coûts d'usage, il ne faut pas le négliger. Donc il faut bien avoir ça en tête. Un bateau coûte. Alors, vous avez le carénage à faire en principe tous les ans. Donc ça fait une manutention, ça fait de la peinture, l'antifoudre, donc ça coûte cher. Vous allez avoir tout un tas de petites réparations à faire. Alors pour donner un ordre d'idée de budget
d'entretien et d'usage d'un bateau, écoutez, c'est pas facile parce que ça dépend quand même des capacités du skipper. Selon ce que vous savez faire, si vous faites tout faire par des professionnels ou si vous en faites une grande partie par vous-même, évidemment ça change complètement l'équation. Mais enfin bon, je dirais que le coût d'usage et d'entretien d'un bateau me semble difficilement, y compris les places de port, le carburant, etc. Je vois mal comment on peut descendre en dessous de 5 000 € par an. Voilà, c'est ce qu'il faut garder en tête. Donc, si vous avez dans l'idée que vivre sur un bateau, ça va vous permettre de vivre pour 3 fois rien, il faut tout de suite vous sortir cette idée de la tête. Parce que c'est pas vrai. Vous pourrez peut-être le faire pendant une petite courte période. Peut-être dans des conditions de sécurité qui ne sont pas optimales. Par exemple, si vous trouvez une place en bordure de canal ou quelque part gratuite. Mais sur du moyen terme, non. Faut sortir ça de l'idée. Quoi que vous fassiez, un bateau ça coûte. Sauf si vous prenez des risques. Voilà. Vous négligez l'entretien, vous prenez des risques. Sur votre confort, mais aussi sur l'état de navigabilité du bateau. Et là, ça peut aller jusqu'à la perte du bateau. Et puis, on a déjà parlé, donc je reboucle sur la question des dangers et d'insécurité. Vous pouvez aussi laisser votre peau, éventuellement. Voilà. Donc, attention au coût d'usage, surtout pas les négliger. Alors, il y a un dernier aspect que je veux aborder, c'est l'aspect le plus délicat, certainement qu'il nous faudra des commentaires, parce que tout le monde ne sera pas d'accord avec ce que je vais dire, mais voilà, c'est mon point de vue, donc je l'exprime. Ce dernier point, ça concerne les rapports sociaux avec les gens qui nous entourent. Alors, il y a 2 choses, je pense, qu'il faut bien avoir en tête. Premièrement, c'est que si vous choisissez de vivre sur un bateau et que vous n'avez pas une vie de pseudo-sédentaire, c'est-à-dire que vous n'avez pas votre bateau qui reste à son anneau toute l'année, et que vous naviguez aussi avec, que vous vous déplacez, que vous allez au voyage, que vous allez de port en port, etc. Par définition, vous allez devenir un nomade. Et dans les sociétés occidentales modernes, mais même, je pense que si on faut remonter assez loin quand même, jusqu'au Moyen-Âge, peut-être même encore avant, dans une société qui a évolué en fait vers une société sédentaire, être nomade, c'est quand même pas toujours vu d'un bon oeil. Voilà. Vous avez un mode de vie qui diffère de la norme. Et ça, quelque part, c'est quand même ancré, même inconsciemment, dans l'idée que les gens peuvent se faire de ce que vous faites, de votre mode de vie. Donc nomadisme, ça fait immédiatement référence aux tziganes, aux manouches, aux gitans, aux roms, aux bédouins, etc. etc. Voilà. Donc si en Jordanie, par exemple, le mode de vie nomade est en fait un mode de vie traditionnel et qui est tout à fait accepté et respecté, chez nous, c'est un peu différent. Donc il faut quand même avoir ça en tête, je dirais en arrière-plan. Vous ne trouverez jamais personne qui va vous aborder frontalement en vous disant oui mais toi tu es un nomade donc puis qui va vous dédaigner de ce fait là, mais c'est quand même quelque chose qui reste en fond. Voilà. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que si vous regardez dans les ports, sur la côte méditerranéenne, en France, en Espagne, en Italie, je parle de ce que je connais. Si vous regardez un petit peu le sociotype des propriétaires de bateaux, vous allez vous rendre compte que en fait, vous avez, en grande majorité, vous allez avoir affaire à la bourgeoisie. Essentiellement. Pas à 100%, parce que vous avez aussi quelques passionnés qui mettent toutes leurs économies dans leur bateau, qui naviguent beaucoup, etc. Il y en a, je ne dis pas. Mais on va dire, allez, à 90%, vous allez vous retrouver avec des propriétaires de bateaux qui
qui sont issus de la bourgeoisie. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont acquis un patrimoine personnel, qui ont des revenus tels que ils ont déjà, bien sûr, ils sont propriétaires de la résidence principale, souvent ils ont déjà une résidence secondaire, ils ont plusieurs automobiles, voilà, ils manquent de rien, et puis à un moment donné ils se disent tiens, pourquoi pas acheter un bateau, hein, qui est en fait un signe extérieur de richesse, ni plus ni moins. C'est un marqueur de réussite sociale. Un bateau coûte cher, à l'achat, à l'entretien, j'en ai parlé. Les places de port sont chères. C'est une sorte de privilège qui s'acquiert par la richesse personnelle que de pouvoir en disposer, de pouvoir en être propriétaire. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que donc les gens que vous allez rencontrer sur les pontons, ce sont des sédentaires qui, parmi leurs diverses possessions, ont aussi un bateau dont ils se servent un petit peu. Voilà, souvent, 1 à 2 semaines par an, il suffit de regarder les statistiques du nombre de sorties annuelles des bateaux. Vous constaterez que c'est très faible, c'est de l'ordre d'une semaine. Ça dépend des endroits, mais c'est de l'ordre d'une semaine par an. Et donc vous arrivez, vous avez aussi un bateau, mais alors vous n'avez pas du tout le même usage qu'eux. Si vous avez choisi de vivre sur un bateau, c'est souvent que vous avez à peu près tout largué. Est-ce que vous avez gardé un véhicule? C'est même pas sûr. Donc en fait, vous possédez un signe extérieur d'une richesse que vous n'avez pas. Et ça, encore une fois, c'est comme la question du nomadisme. En arrière-plan, c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête. Voilà, donc ceci étant dit, ce cadre étant posé, vous voyez un petit peu où je veux en venir, c'est que les relations que vous allez avoir avec les gens que vous allez pouvoir rencontrer dans les ports, sur les pontons ou au mouillage, eh bien, elles sont un petit peu encadrées et guidées par ces deux aspects. Voilà, alors, de fait, vous vous entendrez certainement très bien avec des gens qui ont fait le même choix que vous. Gens qui voyagent sur leur bateau, qui ne sont pas nécessairement issus de la bourgeoisie, qui ont fait le même choix que vous, qui ont le même type de vie que vous, bien entendu. Vous allez retrouver beaucoup de points communs, beaucoup de sujets de discussion communs, et en général, vous allez bien vous entendre avec eux. Avec la clientèle habituelle des ports, donc voilà, je vais expliquer ce que j'en pense, ça va être parfois plus difficile. Voilà, je ne vais pas m'étendre davantage là-dessus parce que c'est quelque chose d'assez délicat. Comment est-ce que ça se traduit Eh bien, ça dépend des situations, ça dépend aussi de comment vous réagissez à ça. Mais il faut être conscient que ce que j'expliquais là, ça existe. Et si vous y prêtez attention, vous verrez que ce que je dis n'est pas exemple d'une certaine forme de vérité. Voilà. Bon, il faut un peu d'expérience quand même, il faut avoir vécu un petit peu et avoir eu le temps d'échanger avec ces personnes pour réaliser ce que je vous dis, mais voilà, c'est comme ça. Écoutez, je suis à la fin de ma liste et donc j'ai fini avec tous les inconvénients auxquels j'ai pu penser, qui sont liés à la vie, le choix que vous pourriez faire, de vivre sur un bateau. Voilà. Écoutez, je crois qu'on va repartir peut-être pour regarder quelques images de navigation. Et je vous promets que la prochaine vidéo, je la ferai en insistant plutôt sur les aspects positifs de la vie en bateau. Voilà, c'est promis. À bientôt, merci. Voilà, là je navigue par à marée. Voilà, ça le fait bien. Voilà, Je cap à peu près. on est sur le bord du kill-off et là-bas légèrement dans les vols. Voilà, c'est là-bas on a un Brégançon. Derrière nous. Qui reviennent là-bas. Voilà.